Alors, soyez les bienvenus aujourd'hui, la deuxième journée du colloque et à la table ronde des doctorantes avec Catherine Lalonde-Massécart, Julie Théberge et Sylvie Coton. Et c'est Alexandre Saintonge qui a l'animation. Pour le présenter, c'est un collègue à l'École d'art de l'Université Laval. Alexandre est un artiste intermédiaire prolifique, ainsi qu'un performeur sonore qui explore les mutations du corps performatif à travers ses médiations sonores, textuelles et aussi visuelles. Il est fasciné par la créativité en tant qu'approche pragmatique de l'insaisissable. Alexandre a réalisé plus d'une vingtaine de publications et présenté son travail au Québec, au Canada, au Chili et dans divers pays d'Europe. Il crée au sein de collectifs et avec de nombreux artistes. Docteur lui-même en études et pratiques des arts de l'UQAM, nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté d'animer la table ronde des doctorantes. Merci Joël. Donc, la table ronde, l'espèce de ligne courbe qu'on forme ici, plutôt qu'une table ronde, va fonctionner un peu comme celle d'hier, c'est-à-dire elles vont présenter tour à tour les recherches artistiques qu'elles ont effectuées dans le cadre de leur doctorat. Et ensuite, on va ouvrir sur une discussion qui va porter plus spécifiquement sur la question, une fameuse question, qu'est-ce que ça peut donner lorsqu'on amène une pratique artistique en milieu universitaire, et est-ce que cela ouvre des nouveaux horizons ou de nouvelles approches, de nouvelles méthodes pour la dite recherche universitaire? Ça, c'est la grande question. On va revenir, on va discuter ensemble, puis on espère qu'on va pouvoir discuter avec vous. Fait que, sans plus tarder, on va commencer avec Catherine. Donc, je lis sa bio. Donc, Catherine Lalonde-Massécart œuvre dans le domaine des arts interdisciplinaires depuis une quinzaine d'années à titre d'artiste-chercheur et d'instigatrice de projets aux formes matérielles et immatérielles à même le réel. Ces projets oscillent entre des créations collaboratives, artistes-communautés, dans le quartier centre-sud de Montréal, fondatrice du Péristyle Nomade, et des projets d'expérimentation et d'infiltration dans des lieux multiformes, solo et duo Massécart-Dorion. Elle détient une maîtrise en théâtre de l'Université du Québec à Montréal, dont le sujet est l'infiltration artistique et la fragmentation de la dramaturgie en territoire urbain. Elle l'a terminé en 2011. À l'automne 2016, elle a entrepris un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. Elle s'intéresse à l'impermanence des processus artistiques qui s'inscrivent dans la ville en constante transformation. Fait que je te laisse la parole, Catherine. Merci Alexandre, merci tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente de partager cette tablée avec des artistes chercheuses fantastiques. Je vais commencer par vous présenter des fragments de mon sujet de doctorat. J'ai passé mon examen de projet récemment et j'ai commencé à rédiger timidement, je dirais en janvier 2022. Et j'ai également commencé la dernière phase du processus artistique qui accompagne donc la thèse création au doctorat en études et pratiques des arts. Posture et transmission d'une interdisciplinarité artistique de l'impermanence. Habiter, manœuvrer et remythologiser la ville. Comme on peut déjà voir à l'écran, le titre est déjà biffé, il est déjà en voie de transformation. C'est probablement ma 10e version. Puis je sais qu'il y a encore plusieurs moutures à venir selon les résultats, je vais vous dire, de la prochaine année et demie, selon l'écriture puis la suite de la création. Donc, comment le titre va refléter la suite du processus. Toujours est-il que je m'intéresse réellement, concrètement, au processus artistique interdisciplinaire. J'accorde beaucoup d'importance au mot interdisciplinaire, même si je vais probablement le laisser partir dans la prochaine année, même de mon titre. Donc, c'est déjà quelque chose qui se prépare. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui est ville, processus en pratique à même le réel, finalement, dans la ville, comme on dit, comme le titre le dit, en constante transformation. On s'est distribué des accessoires et des tâches. Merci, Alexandre, de t'occuper des diapos. Donc, plus spécifiquement, je m'intéresse au territoire du centre-sud de Montréal, un quartier que j'habite depuis plus de 20 ans. Je m'intéresse à son passé industriel, à son inaccessible fleuve, ainsi qu'aux différents facteurs qui viennent fracturer
fissurer l'espace et la vie collective, notamment par son imposante trame urbaine. On peut penser évidemment au pont Jacques-Cartier, à l'autoroute Ville-Marie et après à toutes les expropriations qui ont eu lieu au fil des années, si ce n'est pour construire Radio-Canada. Donc, fracture après fracture dans la communauté. Je m'intéresse aussi, bien évidemment, au rôle et à la présence de l'artiste dans la ville, dans le centre-sud, à l'exploration de différents systèmes de création qui renouvellent sans cesse les alliages artistiques, non artistiques, qui s'appuient donc sur l'infiltration, la manigance, la manœuvre artistique, les processus artistiques aussi longue durée dans l'espace, donc vivre pendant 2 semaines, par exemple, dans la ville, cachée en agent secret. Je m'intéresse au processus qui expérimente les limites et les ouvertures du territoire, qui tente de s'inscrire dans toute l'impermanence, le mouvement des lieux, de la ville, le Pantaré d'Héraclite, que j'ai mis ici à côté de la photo, une des photos thématiques du Péristyle nomade. Et le Pantaré, c'est ce qui a influencé, entre autres, le titre « L'écho d'un fleuve », un événement phare qui a eu lieu pendant 5 ans dans le centre-sud. Le point de départ, donc, de cette recherche, c'est un territoire et un constat. Un constat que depuis les dernières années, il y avait une lente mutation des formes d'occupation artistique culturelle dans mon quartier. C'est-à-dire que ce qui relevait de formes d'appropriation artistique et de démarches activistes communautaires de la pratique dans l'espace public tendait à se diluer et à se fondre soudainement à travers des nouveaux projets, certes d'espaces citoyens, mais soudainement plus contrôlés, commercialisés, des espaces plus uniformisés, allant jusqu'à la perte même des fois de l'identité locale d'un quartier. Et ça, c'est pour reprendre certaines idées de réflexion critique de tout ce qui entoure l'urbanisme tactique, entre autres dans le livre « Short-Term Action for Long-Term Change ». Donc, comment examiner cette mutation? C'est en quelque sorte un des déclencheurs de cette recherche qui s'est ensuite transformée par une question beaucoup plus vaste. Comment pouvons-nous habiter, voire cohabiter, faire monde et poétiser temporairement un lieu tout en gardant les possibilités ouvertes à d'autres formes d'occupation, sans accentuer davantage les fractures de l'espace urbain. En réfléchissant tout d'abord aux réalités des villes post-industrielles, et je cite Anna Tsing, « promettent et ruiner », au besoin de réapprendre à faire monde, ou encore à imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé, comme le propose l'essayiste Marielle Massé dans Nos cabanes. Puis de réfléchir aux communautés qui se mobilisent, qui se donnent les moyens et les outils pour agir collectivement, pour offrir des petits pôles de résistance. Penser aux lieux, aux gens, aux regroupements, mais à petite échelle géographique. Puis enfin, examiner la posture de l'artiste, comment l'artiste va venir habiter, cohabiter, créer des espaces temporaires, éphémères, tout en continuant de vivre avec l'autre, dans un espace partagé. Ensuite, je me suis demandé quel lien je pouvais établir entre le territoire du centre-sud et les formes d'occupation artistique. C'est à travers cette dernière question que j'ai décidé de bâtir un lexique propre aux centaines d'artistes qui ont gravité autour du Péristyle nomade depuis 2008 et aussi propre à ma démarche artistique, à ma démarche interdisciplinaire, à mon univers langagier. Le but étant d'examiner les différentes postures de création, les méthodes de construction artistique, les connexions au territoire et les façons dont ces dynamiques vont se répercuter dans les systèmes de création. Et là, à ce moment-là, s'est ouvert un pan de la recherche un peu plus prenant que prévu. On peut passer à la prochaine, merci. Ce qui devait être une section d'études de cas entourant quelques artistes interreliés par une relation au centre-sud et au Péristyle nomade, tel que je l'envisageais sur cette diapositive, s'est soudainement transformé par de multiples inventaires d'œuvres, de langage. Recenser le langage, les mots utilisés par la communauté d'artistes péristyliennes du centre-sud autour du Péristyle nomade. Un autre, justement, inventaire pour voir c'est quoi les grands cycles de création du Péristyle nomade, toujours dans une connexion au territoire. Et enfin, un autre lexique pour les nouveaux essais artistiques que je réalise actuellement dans le cadre du doctorat. Donc, différents cycles. Quel est ce langage pour ces nouveaux cycles que je développe tranquillement? Ainsi, je me retrouve maintenant avec 2 chapitres entourant de différentes façons des univers langagiers créatifs et géographiques. Donc, tout d'abord, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de situer l'artiste, l'œuvre, le contexte d'utilisation du langage en lien avec un événement,
un territoire, une période. Je viens extraire les termes, j'examine le sens des mots, puis je cherche les différentes utilisations, définitions artistiques, théoriques, dans d'autres lexiques, d'autres publications déjà existantes au Québec. Le tout, je le souhaite, proposera un lexique contextuel pour situer une pluralité de pratiques, de processus artistiques dans le temps, destinés à des territoires spécifiques, en commençant bien évidemment par le Centre-Sud. Donc, on retrouve ici sur la diapositive un premier test, en fait c'est un deuxième, mais un deuxième inventaire pour le Bureau des mythes et de la démesure, réalisé en 2017, qui était mon premier cycle de création pour la thèse, qui va se retrouver dans mon chapitre des nouveaux essais artistiques. Un de mes objectifs tout au long des cycles de création, c'était justement d'explorer différentes manœuvres, protocoles de création, tout en explorant pour ce lexique, en gardant en tête les contours de ce qui pourrait être peut-être une interdisciplinarité ou une non-disciplinarité peut-être de l'impermanence, une posture d'artiste-chercheur, toujours en me demandant comment l'artiste accompagne le monde en transformation, se renouvelle. Pour la dernière étape de création, j'ai décidé de travailler simultanément sur mes inventaires pour la thèse et sur la création, la dernière phase, pour m'assurer que les sections lexiques soient complémentaires. En fait, je m'explique, pour la dernière diapositive, j'ai décidé que la dernière phase de création n'allait pas être dans l'espace public, mais elle est plutôt une publication artistique qui se divise en 3 parties. Et la première section propose également une réflexion sur le langage, propose un lexique, mais d'un point de vue poétisé, d'un point de vue intégré, métaphorisé. Donc, je fais en ce moment ces allers-retours-là entre lire les sections théoriques du lexique, je prends une pause, puis après, je vais du côté du lexique créatif. La seconde partie du livre propose des fragments d'archives des premiers cycles de création, donc des 3 étapes, des traces, donc qui peut être plus proche d'un livre d'artiste si on veut. Et en fait, enfin, la troisième section, qui se veut plus, si on veut, la section que j'appelle « publication manœuvre », donc une partie qui invite à passer à l'action, si désiré, à s'approprier et à exécuter les protocoles proposés. Enfin, l'objectif final de cette œuvre serait de transmettre, de léguer différents univers de création que j'ai vécus, différentes stratégies artistiques et des protocoles également, pouvant être activés ultérieurement par des artistes, mais également par des non-artistes. Voilà où j'en suis pour l'instant. Merci. Merci. Merci, Catherine. Super intéressant. C'était bien. Je la co-dirige au doctorat, fait que c'est intéressant de voir quand un effort de synthèse comme ça qui est très bien réussi. C'est important quand son co-directeur te le dit. Oui, Merci. Oui, bravo. Donc maintenant, on va passer à Julie Théberge. Donc, orthographe de l'anglais Artist Researcher Teacher. Julie Théberge est diplômée en psychologie, donc un baccalauréat, et en arts visuels, baccalauréat et maîtrise. Elle est candidate au doctorat sur mesure en arts et en médecine à l'Université Laval. Sa recherche se situe au confluent des arts visuels, du cirque social, du DIY et de la médecine. Cette posture hybride donne lieu à un projet de recherche-création empirico-ethnographique ou peut-être à un projet de recherche mixte épistémologico-artistique. La prémisse étant d'intervenir sur le travail en silo des domaines de la connaissance et la hiérarchie des savoirs. Donc, conférencière et chargée de cours à l'École d'art de l'Université Laval. Elle a donné des formations à Cujuac, Montréal, Toronto, Seattle et Bucarest, et des conférences sur l'art social et les arts dans le domaine de la santé. Elle a coordonné et animé au Centre communautaire résidentiel Jacques-Cartier à Québec les ateliers du Cirque du Monde, le programme d'action sociale du Cirque du Soleil. Donc, Julie Théberge a cofondé avec le docteur Richard Fleet la division Bleu Ciel de la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence, réunissant artistes, professionnels de la santé, décideurs, décideuses et citoyens, citoyennes, afin d'exposer le domaine de la recherche en santé à la culture de recherche artistique et citoyenne. Fait que merci de l'invitation. Je suis vraiment honorée d'avoir rencontré ces 3 personnes-là. Je les connaissais de nom, je les connaissais pas. J'avais pas eu
le plaisir de les côtoyer. Fait que oui, mon projet de doctorat, je vous le présente. J'en suis à ma quatrième année en fait. Donc ça s'appelle, moi aussi j'ai un titre tentatif là, c'est le cul entre deux chaises pour une méthodologie hybride pour le décloisonnement des savoirs. Fait que je viens vous raconter un peu mon périple doctoral. Puis, bien, pour la mise en contexte, en fait, à l'Université Laval, il n'y a pas de doctorat en arts visuels. Fait qu'on fait ça à la Faculté d'études supérieures. C'est un doctorat sur mesure en arts et en médecine sous la co-direction de Jocelyn Robert et du docteur Richard Fleet. Là, je me répète un peu, là, mais c'est ça, mon travail, mes expériences, ma formation, en fait, se retrouve un peu au carrefour de ces 4 grands axes-là. Là, on n'a pas parlé tantôt du bac en psychologie, mais je suis partie de Rouen pour aller à Montréal faire un bac en psychologie à l'Université McGill. Après ça, j'ai été assez perdue. J'ai été perdue. Puis l'art, j'ai trouvé l'art. Alors, ça m'a fait un plus grand bien. Ça m'a donné un sens à ma vie. Fait que j'ai abouti à Québec. Puis j'ai fait le certificat, le bac. J'ai fait des enfants. Je suis venue faire la maîtrise, tout ça à l'Université Laval. Fait que je suis un produit 100% Université Laval. Puis bien, pendant ce temps-là, je travaillais dans le communautaire. Avant, j'avais travaillé dans des maisons de jeunes, dans des centres femmes, et j'ai travaillé 14 ans pour le programme de Cirque du Monde, où on parle le biais des arts du cirque. On travaille avec des jeunes adultes, 16-35 ans, qui vivent différentes situations de marginalité ou de précarité, là, si on veut. Puis, je suis membre d'un groupe de musique. Je me rapproche beaucoup de la culture indie, DIY, le fait main, les fanzines, le collage, les trucs un peu bancals, un peu précaires, justement. Fait que dans le doctorat, le doctorat, c'est comme une continuité de mes préoccupations, je pense. Puis, l'idée, en fait, quand j'étais à Cirque du Monde, je me posais la question pourquoi il y a cette hiérarchie-là de citoyens. Pourquoi il y a des citoyens qui sont plus utiles que d'autres, qu'on considère plus utiles que d'autres. Puis là, ça a comme été un peu transféré dans justement, quand j'ai commencé à travailler pour la chaire de recherche en médecine d'urgence, cette espèce de questionnement-là de la hiérarchie s'est transféré au savoir. Pourquoi il y a des savoirs qui sont plus crédibles que d'autres, mettons, on va dire. Puis là, l'idée, c'est un peu de questionner la préséance, voire même l'hégémonie du régime positiviste. Fait que là, il y a les hard science, il y a les soft science, qui sont les sciences sociales, puis à quelque part dans ça, à l'université, il y a l'art, mais on ne sait pas trop où placer ça. Puis cette notion du travail en silo, par discipline, comment on est chacun dans nos silos, mais que finalement, on aborde, puis on questionne, puis on veut comprendre, puis on veut agir sur le monde, mais on le fait tout un peu avec nos langages, nos manières. Mais l'idée, c'est qu'on est tous un peu curieux, puis on veut tous probablement faire une différence à quelque part. Puis, ce qui amène un mode de pensée. Puis, en tout cas, dans le travail en silo, il y a un peu ce mode de pensée-là qui est dichotomique. Puis, mon idée, c'est un peu de sortir du « ou », de ne pas être « ou ça », mais d'aller explorer qu'est-ce qui se passe dans le « et ». Fait que commence le doctorat. La question, elle ne s'était pas posée au début du doctorat, mais c'est après un an de travail où je me suis dit, avec les opportunités dans lesquelles j'étais, les intuitions que j'avais, le bagage que j'avais, c'est cette question-là un peu qui a comme réussi à réunir la situation dans laquelle je me trouvais. Puis je me pose la question, est-ce qu'un objet d'art, c'est un objet de savoir? Puis là, c'est une question qui est quand même un peu compliquée à aborder parce que, bon, déjà, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que le savoir? Là, je pouvais facilement tomber dans plusieurs pièges. Fait que j'ai décidé d'y aller par une petite bouchée. Fait que là, je me trouvais, quand je parlais qu'il y avait les bagages, l'intuition, il y avait aussi l'opportunité. Je me trouve à travailler dans une chaire de recherche en médecine avec un directeur qui fait une recherche sur les soins puis les services de santé en milieu rural. Puis je me dis, je vis cette incursion-là dans le monde de la science puis de la recherche en santé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais? Fait que cette incursion-là dans les milieux traditionnels des savoirs, le milieu traditionnel des savoirs, c'est comme à l'université, puis après ça, tu as le niveau où est-ce que c'est de la science. Si j'optimise un peu cette expérience-là d'incursion, tu sais, qu'est-ce qui peut ressortir de ça? Fait que ça a donné lieu à un dispositif méthodologique hybride qui se veut aller chercher la force de chacune
des manières de faire de la recherche, puis de peut-être arriver à les mettre sur un même pied d'égalité, mettons. Ou en tout cas, chaque approche pose son regard sur le même problème. Fait que l'idée, en fait, c'était mon directeur, le directeur Richard Fleet, c'est un chercheur qui est en santé depuis longtemps, était très insatisfait de comment ça se passait dans le milieu de la recherche en santé. C'est très conservateur. Il y a beaucoup de publications qui se font. Ça publie. Ça sert à qui, au final? Est-ce qu'il y a vraiment des réels changements sur le terrain, tout ça? Fait que lui, il se disait, si on faisait un spectacle de cirque sur la recherche que j'ai faite, est-ce que ça finirait par faire une différence, appeler les gens plus à se mobiliser puis à s'intéresser à ces enjeux-là? Puis moi, dans l'optique du doctorat, c'est que je me suis dit, si encore là, on part où on est dans un milieu traditionnel du savoir qui est l'université, qui est la science, si on se dit qu'en science, un article scientifique, un congrès, une conférence, tout ça, ça contribue au savoir, je me suis dit, si on fait un spectacle de cirque qui va agir comme ce type d'outil-là, finalement, on va comme contribuer au savoir. Fait que je me rends compte, je sais très bien que c'est un peu basique, comme approche, mais comme je dis, c'est une première bouchée. Puis c'est l'idée aussi d'être dans un monde qui ne connaît pas beaucoup l'art. Puis on veut moi, c'est comme un peu d'introduire ces notions-là. Fait qu'il faut y aller doucement. Fait que la première étape, c'est cette création-là d'un spectacle de cirque sur une recherche sur les soins et les soins de santé en milieu rural. Fait que là, mon rôle dans ça, c'est de s'assurer que le spectacle se fait. Mais ma posture de recherche, c'est de regarder comment il se fait, puis comment cette rencontre-là des deux cultures se fait. À quel moment on priorise le spectacle, à quel moment on priorise la rigueur des données, quelles embûches on a tant au niveau artistique, organisationnel, puis au niveau académique, scientifique. Fait que tout ça, moi, j'ai observé comment ce processus-là s'est articulé. Puis, le produit, le spectacle, devient comme le terrain de recherche d'une recherche mixte sur les outils de transfert de connaissances, de communication scientifique en santé. Fait que là, je me suis prêtée au jeu de faire le protocole de recherche, passer au comité d'éthique, randomiser des groupes, puis de comparer l'effet du spectacle à comparer d'un webinaire, d'un rapport de recherche, puis le spectacle. Puis, on observait l'impact du spectacle sur l'intérêt, la satisfaction, la compréhension des informations, la rétention, puis l'envie de se mobiliser, de faire changer les choses. Fait que là, je me suis prêtée à ce jeu-là empirique avec le groupe randomisé, les questionnaires pré-post, les entrevues, l'analyse quanti, l'analyse quali. Puis là, je suis un peu dans l'analyse quali. Puis tout ça, la création du spectacle, l'observation de ce processus-là, la recherche mixte, tout ça, c'est le terrain de recherche de ma recherche-création sur la rencontre des cultures scientifiques et artistiques. Fait que, en route vers ma thèse. J'ai l'impression que le temps me manque un peu comme ma présentation là, ici, mais l'idée encore, c'est une thèse par article, puis je dirais plus une thèse par publication, dans le sens où est-ce qu'hier on parlait justement qu'une œuvre, c'est une publication. Mais je veux me prêter au jeu de, à partir du spectacle, faire 3 types de publications. Donc, un article mixte dans un journal de médecine qui va parler de l'impact du spectacle, un autre texte qui va parler un peu plus du processus de cette rencontre-là, puis une expo, une installation qui va relater aussi toute l'expérience, un peu plus mon expérience, j'appelle ça les chroniques péridoctorales, là. En tout cas pour le moment, c'est un peu ça. Puis cette idée-là, c'est avec la thèse, faire des liens entre tout ça, puis de dire que au cœur de tout ça, c'est le spectacle de cirque, mais on peut le regarder de différentes manières. Puis finalement, en quoi elles sont singulières, similaires, complètement disparates ou complémentaires, tu sais. Mais l'idée, c'est de les mettre tout ensemble dans la thèse, puis de tricoter après ça alentour. Puis je voudrais faire une thèse graphique, là, pas juste des mots, mais qu'il y ait des images, qu'il y ait des trucs un peu plus dynamiques. Puis j'ai un rêve de soutenance performance, là, mais là, je vous le dis ici parce que je veux comme me commettre. Mais je ne sais pas si je vais arriver à tout ça. Fait que ça ressemble à ça, qui est ça dans le monde du sport. Merci Julie, super intéressant. Vous allez pouvoir poser des questions après. Fait que maintenant, autour de Sylvie Coton. Donc, Sylvie Coton a étudié la littérature au cours de ses études collégiales et voyagé en jeune nomade en Europe avant de fonder D'Art en 1985, un centre d'artistes autogéré montréalais, aujourd'hui reconnu pour sa diffusion d'interventions artistiques dans l'espace public.
Sylvie Cotton est une artiste versée dans les pratiques interdisciplinaires incluant l'art contextuel, l'art relationnel, l'installation, le dessin et l'écriture. Depuis 1995, elle a présenté ses projets artistiques au Québec, aux États-Unis, en Europe, au Mexique et au Japon. Elle a publié 4 livres d'artistes et Désiré résider, une monographie sur la pratique artistique en résidence. Elle a déposé une thèse en études et pratiques des arts, donc à l'UQAM, en 2021, donc tout récemment, je pense en juin dernier ou quelque chose comme ça, portant sur l'expérience du phénomène de la présence en art-action. Et donc, parallèlement, depuis 2003, elle pratique la méditation et dirige depuis 2011 des ateliers et des retraites alliant la création et la méditation. À toi, Sylvie. Merci, Alexandre. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Alors, moi, je suis moins passionnée que ces deux collègues parce que j'ai terminé, j'ai enfin terminé la thèse. Alors, je pense que j'ai une autre énergie par rapport à la façon d'en parler, mais j'ai beaucoup apprécié votre passion. Pourquoi faire un doctorat? Je l'ai pris comme ça, la question pour aujourd'hui. Pourquoi faire un doctorat? Quand on fait une thèse, on nous demande de formuler l'origine de la question. Alors, je me suis penchée là-dessus, évidemment, avant de la proposer la première fois en avant-projet, puis elle s'est transformée quand même un peu. Mais l'origine de la question s'est transformée au fil du temps, mais l'origine de la question ne s'est pas tant transformée parce qu'en fait, après 25 ans de travail intense et ininterrompu comme artiste et la réalisation de plus de 75 projets, en fait, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y en avait tant que ça, j'ai ressenti le besoin de ralentir, justement, et d'observer, de questionner, d'étudier, de refléter, de partager aussi, puis de réfléchir en équipe, parce que les séminaires, c'est ça, on réfléchit ensemble, puis c'est tellement enrichissant. Donc, d'observer les principes actifs de cette pratique-là, de ma pratique artistique, et la manière dont j'y manœuvre. Et puis, plus spécifiquement, ça s'est passé en 2012. J'ai ressenti le besoin de plonger dans l'aventure de la thèse parce que j'avais envie d'approfondir des intuitions que j'avais sur cette pratique-là, sur cette expérience-là, des intuitions phénoménologiques ou théoriques ou expérientielles. Quand je dis des intuitions, c'est que les grains étaient déjà là, mais il fallait les cultiver pour pouvoir les nommer. Ce qui me semblait que le doctorat pouvait me permettre de faire. Et oui, c'est ça. Ça m'a permis de le faire. Donc, la première, il y avait 2 choses qui m'ont, invitée à faire le doctorat. D'abord, une expérience qui s'est produite en 2011 au moment où j'ai fait la rédaction d'un texte à la commande de Danielle Boutet, une professeure à l'Université du Québec à Rimouski, qui, après une conférence que j'avais prononcée lors d'un colloque, m'a approchée pour que je fasse un récit de pratique pour utiliser son expression. Et quand j'ai fait ce trajet-là dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont révélées d'un coup sec, qui parlaient de mes manières, de mes manies, de mes choix, de ma couleur, de ma direction, de mon orientation dans ma pratique artistique. Alors, c'est comme s'il y avait une sapience sous-jacente à toutes ces actions-là, puis à tous ces choix-là. Et par la voie de la thèse, je pouvais me pencher sur cet ensemble notionnel mis au jour par l'introspection qui accompagnait ce récit. Et puis la deuxième raison qui m'a poussée à faire le doctorat, c'est une deuxième expérience qui était plus inconfortable, très inconfortable,
et en fait, qui concerne un vécu intersubjectif qui est survenu pendant une performance, une œuvre participative de longue durée que j'avais réalisée avec une trentaine de personnes à Toronto dans un festival international de performance, 7A11D. Alors, j'avais ressenti un profond malaise, en fait, sur les manières, les enjeux puis les formes esthétiques reliées à un art-action diffusé devant public. Un art-action de longue durée qui impliquait des actions, des échanges spontanés. Donc, rien n'était prévu et tout était possible. Et je n'avais pas souhaité avoir un public, mais finalement, on m'avait un peu... Des fois, les diffuseurs, c'est pas méchant ce que je dis, mais des fois, les diffuseurs, ils veulent avoir quelque chose à montrer. Et donc, des fois, parfois, il faut résister à leur demande. Mais cette fois-là, j'avais dit oui, puis je suis très contente de l'avoir fait puis d'avoir accepté. C'est juste que ça a fait justement germer une réflexion critique sur la notion d'être ensemble et sur sa possible ou impossible représentation publique. Alors, la thèse, finalement, ma question, c'était qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais? Parce que quand je fais de l'art-action, et qui semble indéfinissable, insaisissable, voire même suspecte, peut-être pas dans le milieu de l'art actuel, mais en tout cas dans le monde en général. Et donc, je l'ai abordé comme un projet de plus, un 76e projet. Et j'y ai sauté d'une façon presque spontanée. C'était assez clair que je voulais faire ça. Et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Une petite note sur le côté. Ah oui, en fait, je voulais en profiter pour dire que j'y avais plongé d'une façon spontanée, comme la maîtrise 20 ans plus tôt, la maîtrise en muséologie, et que je n'ai pas de bac, je n'ai pas de diplôme en art plastique, en art visuel, que ce soit d'une art school ou d'une université. Donc, on peut cheminer comme artiste sans passer par, justement, l'étude des arts ou de la pratique en art visuel. Fait que ça, je pense que ça répond à la première partie de la question. C'est ça. Merci. À moins que tu voulais que j'enchaîne tout de suite avec la deuxième. Non, c'est bon. Okay. Non. Ben, en fait, tu as préparé un exposé qui répondait à la première question que j'allais vous poser. C'est super. Mais c'est parfait, parce que c'est exactement ça, la toute première question que j'avais. Mais toi, Sylvie, tu as déjà répondu très bien dans ton exposé. C'était justement à quoi ça sert de faire un doctorat ou des études de troisième cycle universitaire en art. Vous pouvez répondre vraiment, c'est comme Sylvie, c'était très clair. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Et est-ce que ça vous a permis de développer vos recherches artistiques ou du moins de pouvoir y réfléchir autrement ou de prendre le temps d'y réfléchir? En tout cas, je ne vais pas justement vous mettre des réponses dans la bouche, juste curieux de vous entendre. C'était la première question que mon directeur de doctorat m'a posée, David Thomas, quand il m'a rencontré. C'était « Alexandre, ça sert à quoi pour toi de faire un doctorat? » Puis c'était un peu conditionnel à si elle allait me diriger ou non, ma réponse. Mais je ne vous dirai pas c'était quoi. Donc, vas-y. Peut-être, y a-t-il un d'entre vous qui est à l'aise à commencer? Ouais. Julie me fait signe. OK. Pourquoi faire un doctorat? J'ai l'impression qu'il faut déjà avoir, dans notre travail d'expérimentation, une posture déjà qui penche vers la recherche artistique, vers l'expérimentation. Ce qui est mon cas depuis une vingtaine d'années.
que ce soit pour toujours réfléchir au métissage interdisciplinaire, la réflexion par rapport au territoire, ma relation à l'espace public, mon travail en collectif. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Et puis, cette recherche-là, ce temps d'arrêt-là, si on peut l'appeler des fois des temps d'arrêt, se fait de manière non officielle. Ça peut être autodidacte, ça peut être dans le cadre d'une résidence de recherche-création, ça peut être avec des centres d'artistes. Et puis, l'université est un des milieux, selon moi, que j'ai toujours utilisé. Donc, ça fonctionne bien. Peut-être que des fois, je trouve que je ne suis pas une autodidacte assez rigoureuse. Donc, par moments, on dirait que ça vient me donner justement cette communauté-là, ces outils-là. Et entre la maîtrise que j'ai terminée en 2011, je savais que je voulais aller vers le doctorat éventuellement. Qu'en temps et lieu, il y aurait un signe. Bon, bref, il y en a eu un. J'ai plongé. Donc, et là, comment ça a impacté finalement, quel impact ça a eu sur ma pratique artistique? Bien, ça tombait dans un moment où je sentais que j'avais besoin de prendre une distance, effectivement, sur le territoire, sur les mutations dont j'ai parlé tantôt. Je commençais depuis peu aussi à utiliser un nouveau mot d'ordre qui était avec mon duo Massécart-Dorion, qui était l'appellation opéra-manœuvre. Donc, j'avais le goût de voir, est-ce que je pourrais définir quelle serait est-ce que c'est une nouvelle esthétique? Donc, avec André-Éric Letourneau, on avait discuté de cette nouvelle appellation-là, un peu contradictoire entre la manœuvre artistique et le spectaculaire. Donc, si on veut, la spectacularisation de la manœuvre qui est souvent invisible, indomptable. Donc, il y avait ce désir-là de réfléchir à la pratique et au territoire. Donc, c'est, comme je dis, au moment venu, pour moi, c'est la bonne plateforme. Puis après, bien, de refaire un réseau, de rencontrer. Puis ça nous amène à des endroits comme aujourd'hui, hier, à entendre parler après ça d'autres universités, d'autres artistes-chercheurs, comprendre ce qui se fait, puis à nous pousser davantage. Point. Super. Ouais. Merci. Merci. Bien, il y a beaucoup de points communs là, dans la démarche. Moi, il y a plusieurs moments dans le sens où est-ce que, tu sais, il y a la question qui se pose au début, puis là, il y a la question du pourquoi après ça tu continues, là, au lieu autre juste le fait que ton bras il est comme vraiment pris dedans. Puis, mais à la base, en fait, moi, je pense que j'ai toujours eu ce rêve-là secret là, de faire un doctorat, mais je pense que j'avais l'impression que c'était pas nécessairement à ma portée, que je remplissais pas je ressemblais pas au profil qui fait normalement un doctorat, peu importe le domaine, tu sais, je suis éparpillée, je suis un peu lousse, tu sais, bon, fait que je voyais pas mais bon, là, ça s'est présenté, puis ça s'est présenté, ça faisait un mois que je travaillais pour la chaire de recherche, puis mon directeur, Richard, il avait eu son comité de chaire, puis il se faisait un petit peu taper sur les doigts parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiantes au 3e cycle. Fait que j'ai dit, moi, t'en faire un doctorat, il n'y a pas de stress avec ça. Très naïvement, tu sais, puis même moi, dans ma tête, j'avais fait le calcul dans le sens où est-ce que je commençais à travailler pour la chaire, puis le projet, c'était de faire le spectacle de cirque. Fait que je me suis dit, au lieu de sortir juste avec professionnel de recherche sur mon CV, je vais sortir de là avec un doctorat. Je ne sais pas ce que ça va donner de plus, mais pour moi, ça avait plus de sens. Puis il y avait peut-être plus un genre de win-win, tu sais, entre ce que ça pouvait me donner, moi, ce que dans mon engagement aussi, puis ce que ça pouvait aussi peut-être donner après ça comme autre impact, tu sais, là. Fait que ça a été un peu ça. Puis après, c'était beaucoup des motivations, c'est beaucoup des motivations personnelles. Tu sais, oui, j'avais ce rêve secret-là. J'avais eu à un moment donné une vision aussi où est-ce que, tu sais, quand je travaillais au Centre Jacques-Cartier, je me voyais, j'avais envie de faire autre chose après 14 ans, puis j'avais comme envie d'être assis alentour d'une table, tu sais, puis avec plein de monde différents, là, avec plein de perspectives différentes, puis que là, ensemble, on réfléchissait à quelque chose de complexe, puis chacun avait son apport, tu sais, fait que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis à travailler pour la chaire, mais ça faisait un peu partie de répondre à cette vision-là. Puis il y a nécessairement aussi une rude mise à l'épreuve, là, tu sais, c'est quelque chose, là, faire un doctorat, c'est exigeant. J'avais besoin de ça, je pense, pour me valider par rapport à moi-même, me valider par rapport aux autres. Puis des fois, j'ai l'impression que je me fais violence, puis que je me mets dans une espèce de mode un peu performatif, dans le sens où est-ce que tu as des artistes qui se font faire des opérations au corps, il y en a qui s'isolent dans des boîtes, il y en a qui partent dans des expéditions. Moi, je fais un doctorat. Il y avait un peu de ça, mais tu sais, il y a quelque chose dans la transformation, il y a quelque chose dans aller à... Puis c'est fou parce que c'est pas juste de la transformation, en fait, c'est peut-être aussi aller à la rencontre de moi, là, tu sais.
va partir à brailler. Mais ça me prend un Kleenex. C'est le temps des Kleenex. Mais c'est ça, puis je regarde mes notes, puis il y avait, tu sais, j'ai aussi l'impression que c'est comme l'étape ultime, là, pas que je vais mourir après, mais c'était cette espèce d'affaire-là où est-ce que j'avais l'impression que c'était ce moment-là où je pouvais m'accorder, de faire sens de toutes ces affaires-là qui mon carrefour, puis que pendant longtemps, je pensais que j'étais juste mélangée, puis tout, mais que finalement, il y a peut-être une manière de faire un sens à tout ça. C'est tout. Ouais, c'est tout, c'est beaucoup, c'est super. Des bonnes réponses, ça. Ouais, ouais. Vraiment. Je vais revenir avec toi, Sylvie, dans quelques instants. Vu que vous êtes là, je vais vous poser des questions spécifiques par rapport à votre manière de traiter de la question de l'interdisciplinarité, parce que je trouve que c'est intéressant puisque vous l'abordez de manière très différente. Tu sais, dans ton cas, Julie, c'est l'interdisciplinarité, mais entre une pratique artistique, entre l'art, le chant de l'art et la médecine. Donc, alors que toi, c'est vraiment, Catherine, le rapport, c'est une question de l'interdisciplinarité, mais intradisciplinaire au champ artistique, c'est-à-dire entre comment des différentes disciplines artistiques ou différents médiums artistiques peuvent s'intermodifier les unes les autres. Et ma question, dans le fond, par rapport à l'interdisciplinarité, c'est est-ce que pour vous, l'interdisciplinarité serait peut-être même devenue parfois un carcan, ou au contraire, ça te permet d'ouvrir justement sur des nouvelles approches, des nouvelles méthodes pour les disciplines concernées, là? On parlait tantôt des formations qu'on a eues avant le doctorat, présentement, puis hier aussi, on a parlé des types de financement. Je me retrouve, moi, dans la catégorie financée en arts visuels. Si mon souvenir est bon, mais je ne viens pas des arts visuels non plus. Je n'ai pas fait d'école, je viens du théâtre, mais je n'ai jamais fait de théâtre. C'est plus une série. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Exact. Et rapidement, je me suis retrouvée sur le parcours d'un collectif qui m'a beaucoup inspirée, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui n'existe plus, qui s'appelait Farine Orpheline cherche ailleurs meilleur, donc à Montréal, fin des années 90. Et c'était vraiment dans les premiers à clamer une interdisciplinarité. C'était des designers, c'était des artistes, c'était une mixité, c'était le parcours urbain. C'était donc, en fait, toutes les disciplines allaient puis se concentraient plus autour de l'objet qu'on voulait créer à partir justement d'une usine désaffectée, d'un terrain vague. Donc, pour moi, autour de Farine Orpheline, ça a pris son sens, le type de pratique qui m'intéressait. Donc, j'avais peut-être 17-18 ans, j'arrivais à Montréal et c'est devenu clair que c'était ce type d'expérience-là qu'on ne peut pas toujours nommer clairement. Rapidement, j'ai découvert le RAIC, donc le regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, et j'ai comme décidé lentement de me considérer comme une artiste interdisciplinaire, sans pour autant pouvoir nommer mais c'est quoi ma discipline? Je ne suis même pas transfuge du théâtre parce que je dis que je ne fais pas de théâtre. Donc, je suis transfuge de rien vers quoi? Et l'interdisciplinarité n'est pas une pratique. Donc, ça a toujours été un enjeu pour moi, déjà là. Bon, enfin, interdisciplinarité, donc j'utilise vraiment travailler avec le terrain. Qu'est-ce qui sort dans mes expérimentations et je construis à partir de ça. Donc, c'est des démarches plus sociologiques, ethnographiques pour mener à bien après ce qui va être un parcours, une expérience, une action, une manœuvre. Donc, je vais composer avec de l'artistique et du non-artistique. Je fais un petit parallèle pour le doctorat et c'est un peu la même chose, finalement, de dire en quoi la théorie devient un matériau complémentaire à cette recherche-là expérimentale, artistique. Donc, tantôt, le matériau pensé, théorique peut devenir matériau artistique et vice-versa. Donc, ces allers-retours-là dont on parle aussi. Puis, il y avait une citation dans un article qui disait « L'interdisciplinarité permet de s'ajuster aux nouvelles données du réel ». Donc, c'est dans un texte de Marie-Christine Lesage, qui est professeure à l'UQAM. Donc, s'ajuster aux nouvelles données du réel. Et pour moi, qui est amoureuse de l'espace public, les données du réel, je suis comme, mais oui, c'est le monde en mouvement. Et puis, je pensais ce matin à dire, si je ne suis pas confortable maintenant à dire artiste interdisciplinaire ou artiste, j'oublie les nouvelles appellations, pratique artistique non disciplinaire. Puis tout d'un coup, je me suis dit, en repensant aux nouvelles données du réel, est-ce que je ne pourrais pas dire que je suis une artiste qui s'ajuste aux nouvelles données du réel, tout simplement. Donc, est-ce que je serais rendue là? Mais ça, c'est depuis ce matin, en vous écoutant hier, que j'ai pensé à ça. Donc, ça va continuer à faire son cheminement. Oui. Merci. Oui, Julie? Moi, j'aimerais ça. Je ne sais pas si on peut avoir mes diapositives. Aller à la... Ah, c'est moi qui le fais, ça. All right. Tiens.
J'aimerais ça, en fait, répondre par... dans mon parcours, j'ai rencontré des lectures. Là, c'est des livres, en fait, que j'aurais voulu écrire. Ça arrive souvent, ça, dans la vie, là, mais ça, j'ai vraiment rencontré 3 autrices qui ont... que, tu sais, pile poil, je disais, oh, c'est ça que j'ai toujours voulu dire. Puis là, ben, une des premières, c'est Patricia Lévy. Puis là, je les ai mis en ordre chronologique, là, parce que c'est pas en ordre de préférence, mais dans le parcours, j'ai commencé à lire de la littérature sur les art-based research, tu sais, puis ça diffère du practice-led research ou de la recherche-création, dans le sens où est-ce que c'est dans les sciences sociales, dans les humanités, on utilise des outils de l'art à tous les moments ou à différents moments de la recherche, soit pour la collecte de données, soit pour l'analyse, soit pour, là, comme dans mon cas à moi, pour le transfert de connaissances. Puis Patricia, dans son livre, bon, elle a fait un chapitre sur chaque forme, la poésie, la littérature, la danse, les arts visuels, la musique, tout ça. Puis elle finit avec ce tableau-là, tu sais, qui est comme les principaux principes des paradigmes de recherche, là, le quantitatif, le qualitatif, puis les arts-based. Puis pour moi, ça, c'était comme une manière égalitaire de voir les choses. Tu sais, quand tu as besoin de chiffres, ben, tu fais du quanti. Quand tu as besoin d'aller sonder une expérience, on y va pour le quali. Qu'on veut faire, tu sais, qu'on veut évoquer ou aller vers la résonance ou dans des histoires, des images, on va vers le arts-based. Est-ce qu'on peut pas les mélanger? Je trouvais que c'était une belle manière d'illustrer. Je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup de raccourcis là, dans ce tableau-là, mais tu sais, en même temps... c'est un point de départ. Mais pour moi, ça a fait beaucoup de sens, de placer les choses puis de se dire que ces outils-là sont à la disposition pour faire de la recherche puis de trouver lequel fait plus de sens pour nous puis pour le travail qu'on a à faire. Puis après ça, ben, c'est le livre Artistic Transfer d'Ursula Bertram. Elle est en Allemagne, là, à l'université de Dartmouth. Puis son livre, c'est qu'elle défend l'idée que de faire de transfert de la pensée artistique qu'elle définit comme non conformiste, non linéaire, indiscipliné, puis de faire ce transfert-là de la pensée artistique vers les domaines non artistiques, puis afin de naviguer dans des systèmes ouverts, puis de faire face à des problèmes complexes. Puis on est... je veux dire, les problèmes dans la société ont toujours été complexes. Là, on les abordait probablement de façon bien siloïque. Là, on se rend compte que maintenant qu'on était dans nos gangs, à faire nos langages, tout ça, peut-être que c'est le temps d'aller vers les autres pour justement faire face à des problèmes qui sont pas disciplinaires du tout. Là. Les situations dans la vie ne sont pas disciplinaires. Là. Comme nos pensées dans le cerveau, ils ne sont pas... Bon, peu importe, là, je m'égare. Puis le dernier que je n'ai pas encore fini, là, mais c'est de Carole Talon-Hugon, puis elle parle de l'art documentaire, de l'artiste en habit de chercheur. Fait qu'est-ce qui arrive quand un artiste met cet habit-là de chercheur? Puis elle fait une historique de la recherche artistique, de la recherche en sciences, comment ces deux-là se rencontrent. Puis elle soulève beaucoup de questions super intéressantes. T'sais. Que fait précisément un artiste se présentant également comme chercheur en sciences sociales? Quelles sont ses méthodes, ses outils? De quelle nature sont les résultats obtenus? Puis quelle en est la valeur? Est-ce que l'artiste-chercheur fait encore de l'art? Puis est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que dans mon processus, j'ai fait une mini-expo là, dans la galerie de regard. Puis le titre, c'était « Est-ce que je me perds ou si je me crée en faisant ça? » Est-ce que je suis en train de me perdre ou est-ce que je suis en train de me créer? Pour moi, c'est pas encore nécessairement réglé, ça, mais c'est pas grave. Puis, après ça, elle dit que réfléchir sur le sens de la recherche en art et en sciences, c'est alors interroger les normes de vérité et les protocoles méthodologiques qui ont cours dans le champ académique. Fait que c'est 3 livres que je vous suggère fortement, mais je voulais un peu passer par ces 3 femmes-là pour parler de cette interdisciplinarité qui est comme dans des domaines qu'on croit puis qu'on aime mettre loin, mais qui ont beaucoup plus en commun qu'on pense, je pense. Merci. Oui, vraiment intéressant. Puis là, en parlant justement de méthode, puis quand on parlait, c'est quoi que ça signifie, amener une pratique artistique en milieu universitaire, est-ce qu'on peut contribuer à développer justement des nouvelles méthodes, des nouvelles approches pour la recherche à l'université? Je voulais te poser une question justement, Sylvie, puisqu'on a une discussion super intéressante là-dessus quand on a évalué, lors de l'évaluation justement du doctorat en études de pratique des arts. Qu'est-ce pour toi, quel type justement de méthode ou d'approche qui ne serait pas abordée ou pas utilisée à l'université, mais en particulier au 3e cycle universitaire? Ouais.
Oui, j'ai préparé quelques notes parce que c'est un point que j'ai vraiment envie et besoin de commenter, de partager. Pour moi, comme artiste de l'art-action, de la performance, il me semble que ce que j'ai amené à l'université, c'est le corps. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place faite au corps dans les programmes ou les méthodologies. J'ai fait un séminaire sur le corps au département de danse et c'est là où je m'en suis le plus approchée. Mais c'était très théorique aussi. Puis c'est bien, j'ai découvert des textes très intéressants. Mais pourquoi je voulais mentionner ça puis le souligner, en fait, c'est que le corps apporte sa connaissance, son expérience et nous enseigne des choses directement et qui peuvent être très enrichissantes pour le discours ou la pensée analytique et critique. Donc, le corps somatique, c'est de ça que je parle finalement et maintenant. Pour reprendre le beau slogan de l'école de danse de l'UQAM, le corps pense. Alors, le corps pense et le corps sait. Il y a un corps qui sait des choses sur notre pratique, sur notre recherche. Et il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui reconnaissent cet esprit du corps, mais ils en parlent d'une façon théorique. Et puis moi, ce que j'avais envie de faire, c'est d'en parler d'une façon aussi somatique. Mais il y a des textes intéressants, là, par exemple de Bernard Andrieux ou de Michel Bernard, qui parlent du corps qui sait. Puis j'ai retrouvé aussi dans Le plaisir du texte de Roland Barthes, qui date quand même, là, ce petit extrait. Le plaisir du texte, c'est quand mon corps va suivre ses propres idées, car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Ou Duras qui dit dans Écrire, on ne peut pas écrire sans la force du corps. Et puis en fait, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir découvert en me penchant sur mon travail, sur ma pratique, sur ma recherche, c'est qu'il n'y a rien sans le corps. Et ça paraît tout à fait logique et ordinaire, mais quand on y pense, ça nous donne une autre perspective complètement, parce qu'en réalité, on est dans la tactilité 24/7. Mais on l'ignore ou on ne s'en souvient plus. Puis la pratique de l'art-action et de la performance et aussi de la méditation m'ont donné des occasions de vraiment fouiller cette expérience-là, d'habiter un corps. Et aussi, justement, pour parler d'un autre auteur, Spinoza, je ne suis vraiment pas une spécialiste de Spinoza, c'est un auteur très complexe et profond, mais il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Nul ne sait ce que peut un corps. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un parallélisme entre l'esprit et le corps en disant, on ne sait pas tout ce que peut faire un esprit, tout ce que peut générer un esprit. Alors, pourquoi pas le corps ne serait-il pas de la même nature? Alors, c'est très stimulant d'entendre une phrase pareille, qui vient d'un autre siècle en plus. Alors moi, les méthodologies que j'ai eu besoin de pratiquer ou d'étudier ou de choisir, d'abord, j'ai utilisé l'approche heuristique là, de Clark Moustakas. Ça m'a servi de cadre principal. Puis c'est un cadre tout à fait basique là, en recherche-création. D'ailleurs, recherche-création, hier, je me disais, c'est-tu un pléonasme? C'est un petit peu ça aussi qu'on essayait de découvrir.
Mais c'est ça, j'y ai greffé des méthodologies phénoménologiques, avec aussi l'écriture phénoménologique selon Sylvie Moret. Si vous ne la connaissez pas, je vous propose d'aller lire un article dans Recherche qualitative de Sylvie Moret sur l'écriture phénoménologique. Et ensuite, justement, au département de danse, où j'ai pris aussi un autre atelier, j'ai découvert la technique, la méthodologie de l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch et de Nadine Feingold, qui implique aussi l'entretien d'auto-explicitation. Et ça, je les ai beaucoup utilisés pour la partie analyse de ma thèse. Et aussi, pendant les études doctorales, j'ai fait des démarches à côté. Je suis allée étudier le mouvement authentique selon Janet Adler et le continuum avec Linda Rabin, deux techniques somatiques qui fusionnent le mouvement et la conscience du corps. Et ça m'a permis justement de réveiller ce corps-là et d'en cultiver la conscience. Puis la méditation sur le souffle aussi, je l'ai beaucoup utilisée pendant le projet artistique avant de faire les rencontres que je faisais, puis les actions que je faisais. Toutes ces méthodes-là ont en commun d'être des formations sur la présence, des formations à la présence, pour reprendre une expression de Maurice Legault, qui est ici à l'Université Laval et avec qui j'ai justement étudié l'entretien d'explicitation. Et la performance et l'art, et n'importe quelle forme d'art, de pratique artistique pour moi aussi, c'est des formations à la présence. Et puis même, j'irai encore plus large, je dirais, n'importe quelle pratique qui est soutenue, c'est une pratique de la présence, c'est une formation à la présence. J'ai aussi, je me suis fait aussi 2 petites méthodes sur mesure que je vais vous partager, si jamais ça peut vous inspirer dans vos recherches, peut-être pas d'utiliser la mienne, oui, si vous voulez, mais c'est-à-dire de vous en donner aussi, de vous en inventer sur mesure des méthodes. La première, c'est l'écart tracé. C'est moi qui l'ai nommé comme ça, l'écart tracé. C'est que je l'ai utilisé seulement pendant la période de rédaction, pendant la période de rédaction. À toutes les 30 minutes, j'avais mon téléphone qui sonnait et j'arrêtais. Alors, j'arrêtais pour ressentir mon corps dans l'espace. J'arrêtais pas plus qu'1 minute, puis après ça, je reprenais. Parfois, je prenais quelques notes sur les sensations ou les impressions que j'avais ressenties. Et en fait, c'est Clark Moustakas qui, dans son livre sur la solitude, raconte comment il s'est donné des occasions de vivre la solitude, de l'éprouver pour pouvoir en parler d'une façon plus juste. Alors, pour moi, l'écart tracé, c'était une façon de me fournir des conditions favorables à l'étude de la présence dans mon corps. Donc, ça a été très riche. Et ensuite, le carnet de prêt, en terminant, je peux résumer, le carnet de prêt, c'est le carnet pour me suivre de près. Alors, pendant la rédaction encore, j'avais un carnet dans lequel j'écrivais toujours comment j'arrivais. Alors, comment j'arrivais à la fois dans mon corps, dans mon esprit, dans les affects, juste quelques mots. Ensuite, je faisais la liste de ce que je voulais faire pendant la séance. À la fin, je cochais ce que j'avais fait. Et puis, d'ailleurs, en cochant la liste, je savais toujours ce que j'avais à faire le lendemain. Ça, c'était très important parce que moi, j'ai tendance à vouloir refaire la table des matières à chaque fois que je quitte ma chaise, là. Et puis, à la fin, j'écrivais aussi, je prenais le temps d'écrire comment je pars, à partir des 3 ressentis encore, là, cœur, corps, tête. Et pour moi, ça a été très supportant, très aidant. Et voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire par rapport aux méthodologies. J'ai encore une petite note de côté. Ah ben c'est ça, le corps. C'est que je trouve que faut vraiment pas
faut amener le corps à l'université, il faut amener le corps dans nos études doctorales. Et puis, d'ailleurs, j'ai eu le bonheur d'avoir une charge de cours ici à l'Université Laval la session dernière. Et pour mon grand bonheur, c'était l'atelier Action Contexte, alors c'était tout à fait approprié. Et j'ai voulu explorer cette façon d'apporter le corps à l'université et de le valoriser, d'en valoriser la présence, mais aussi la forme. Alors, de proposer aux étudiants de faire des arrêts, de faire des trucs spontanément, de faire des exercices qui réveillent ce corps somatique. Et puis, ça m'a fait penser à toutes sortes de façons dont on pourrait l'aborder, justement, dans les classes, avec mettons qu'on enlèverait les chaises puis les tables, comment on pourrait, justement, explorer le corps autrement, son propre corps, puis aussi au travers des corps des autres dans l'espace. Bien là, j'arrête là parce que je pourrais... je le vois, là. Non, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Merci. Sylvie. Mais on a quand même le temps peut-être pour des questions. J'irai là parce qu'on est... c'est pas mieux, on a le temps. S'il y a des questions pour nos 3 très intéressantes artistes-chercheuses ici? Pas de questions? Oui, Hélène? C'est pas parce que j'aurais pas essayé de laisser la parole à d'autres, là. Ben, écoutez, je veux vous remercier. C'était tellement fantastique. Je suis complètement fan de vous 3. Vraiment, c'est fantastique. Ça donne toute la raison d'être du doctorat en art à venir. Et je veux souligner des mots que vous avez répétés et qu'on a très peu entendus dans la dernière table ronde ou angle de cercle, ou je ne sais pas trop. Hier, à la dernière présentation, c'est le mot « pratique ». Vous avez, à l'UQAM, il y a cette dénomination-là de « pratique des arts ». Puis c'est ça. J'ai aussi entendu, dès le début de votre présentation par Catherine, le mot réflexion critique aussi, parce qu'on a parlé hier d'une pratique réflexive de la part des artistes et de ceux qui étudient en enseignement des arts, mais on n'a pas parlé de critique. Donc aujourd'hui, d'entendre parler de critique et de pratique, pour moi, c'est vraiment signifiant. Puis juste pour rebondir, parce que c'est l'affaire d'hier, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas là, puis il y a peut-être des nouvelles personnes. Mais hier, pour vous dire, ceux qui n'étaient pas là, la dernière table ronde, c'était au sujet de la terminologie recherche-création. Et il y avait quelque chose d'un peu épeurant parce que les 2 derniers intervenants enlevaient le mot « création ». À la défense d'Alexandre David, qui n'est pas là aujourd'hui, lui, il n'a pas parlé de création parce qu'il se rendait compte qu'en 10 minutes, parler de création, c'était trop peu, parce que c'est très complexe. Et Mme Chevalier, à la fin, parlait peut-être de plutôt dire recherche-création, de recherche en art. Puis, en fait, je pense que le mot pratique est essentiel, mais je pense aussi que le mot création est essentiel. Parce que le mot création, il amène à l'idée d'imagination, puis éventuellement à imagination critique. Puis je pense qu'en art, c'est essentiel, puis vous le démontrez par votre pratique. Puis excusez-moi, là, c'est pas une question. Moi, je fais des commentaires. Puis merci, c'est super. Merci, Hélène. Donc, il n'y a pas vraiment de questions. Ça, c'est un commentaire. Est-ce qu'il y en aurait une question? Mais merci, Hélène. Non? C'est le samedi matin. Oui, j'en vois. Oui. C'est Geneviève? C'est Geneviève, oui. Oui, je pense qu'elle va te l'apporter. Sport olympique.
épique d'amener le micro. En fait, ben, c'est comme il n'y a pas vraiment de questions. En fait, c'est juste peut-être plus un commentaire qui est dédié à Julie, en fait, en réponse un peu à son travail, qui est quand même, je trouve, intéressant, qui mélange la médecine et les arts. Là. C'est quand même une approche qui est assez particulière. Puis, je me demandais juste si tu connaissais le travail de la SLOUT, qui est basé à Philadelphie. C'est un organisme que j'ai beaucoup étudié puis qui s'intéresse beaucoup aux méthodologies. Donc, tu sais, c'est un organisme qui présente des pratiques, mais qui déborde vraiment du champ de l'art. Donc, ils n'utilisent pas nécessairement le terme de art, mais oui aussi, tu sais, ils ont présenté des projets de John Cage, puis ils ont fait comme toutes sortes de projets super intéressants, mais juste pour dire, depuis quelques années, ils collaborent. En fait, ils sont basés à l'Université de Philadelphie, puis ils collaborent avec différents organismes de diffusion de l'art, mais beaucoup aussi avec l'université. En fait, c'est ça. Puis ils ont fait plusieurs projets super intéressants avec le département de médecine, puis avec, entre autres, la clinique d'anesthésiologie, puis des projets vraiment super intéressants, à la fois pour amener l'art chez les gens qui étudient la médecine, qui pratiquent la médecine, et aussi, à l'inverse, pour aussi faire connaître les enjeux de la médecine, tout ce que vivent le personnel soignant. Donc, c'est vraiment comme des allers-retours. Puis, des fois aussi, il y a l'idée de faire mieux connaître les pratiques au public, plus élargi. Là. Mais ils ont fait comme un lab d'écoute, entre autres. Je pense que ça s'appelle le Health Ecologies Lab ou quelque chose comme ça. Là. Mais en tout cas, je me dis, ça pourrait peut-être t'intéresser dans tes recherches. Là. Puis, même juste la question des méthodologies. C'est un organisme super intéressant qui est universitaire, donc qui fait de la recherche, qui réfléchit aux méthodologies beaucoup. Là. Donc, en tout cas, on peut s'en reparler tantôt. Oui, parce que c'est intéressant. Puis ça me fait penser, en fait, que aux États-Unis, le Arts in Health, là, qui appelle Art en santé, là, c'est très connu aux États-Unis, c'est très installé dans différentes universités, en Angleterre aussi, en Australie. Ici, pas tant, pour je ne sais pas quelle raison, là, mais mais il y a une grande littérature de ces alliances-là qui sont très riches, là, mais oui, je vais le prendre en note quand on va se parler tantôt. Puis, avec ce qui s'est passé avec la pandémie aussi, qui a comme tellement impacté le milieu de la santé, mais le milieu des arts aussi, je pense que tout avec la réflexion autour du care, des pratiques du care, je trouve que ça prend comme ça fait tout à fait sens de réunir ce monde-là ensemble, je trouve. Là. Puis en passant, peut-être juste pour Hélène, hier, moi, je pensais plus aux pratiques art-based, justement. Moi, je parlais de ramener l'art dans la question de la recherche-création, parce qu'à l'université, maintenant, la création ne se fait plus par des artistes quand on regarde qui est financé en recherche-création. Donc, c'était ça, mon idée, c'était de ramener la pratique, parce que mon titre, c'était « La pratique comme recherche ». Donc, mon idée, c'était vraiment la pratique, juste pour préciser. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, s'il n'y a plus de questions... Ah, une dernière question. Oui, c'est Louis. Pendant que le micro se rend, je voulais juste peut-être ajouter qu'à l'UQAM, il me semble bien qu'il y a une nouvelle chaire de recherche qui a été fondée sur l'art et le mieux-être ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. En fait, ma question, c'est pour vous, exactement. Et au niveau de la méditation, comment vous intégrez la méditation dans vos processus de création? Est-ce qu'il y a une relation aussi au niveau de la présence, que vous avez parlé, le travail du corps et la présence? En théâtre, on connaît les recherches d'Eugenio Barba, par exemple, le travail du corps et les liens avec la méditation et toute la tradition indienne du théâtre. Donc, j'aimerais savoir, vous, comment vous liez la méditation et si vous le faites avec le travail sur la présence aussi. Merci. Moi, je pratique la méditation sur le souffle.
Donc, l'objet de méditation est toujours disponible, il est toujours avec le corps, dans le corps. Donc, bien sûr, j'ai une pratique assise sur le coussin qui est comme, je dirais, le moment d'entraînement pour après, pour quand on quitte le coussin puis qu'on s'en va dans la vie, pour qu'on puisse cultiver cette présence attentive. Je pourrais pas développer trop, mais dans la lignée peut-être de cette méthode-là que moi je pratique, il y a 4 niveaux de présence différents. Et puis, évidemment, on les habite pas toujours parce que ça demande beaucoup de pratique et de patience. Comment je l'intègre à la pratique artistique? De 2 façons. Je dirais, c'est en ayant une pratique quotidienne, que je fasse de l'art ou pas. Je vais aller m'asseoir sur le coussin pour justement m'entraîner à revenir à la présence au corps. Et il faut faire attention pour pas entendre, quand je dis ça, qu'il ne faut pas avoir de pensée ou il ne faut pas avoir d'émotion. Ou on rejette rien, on fait juste accuser réception de ce qui est là, puis se ramener au corps. Donc ça, c'est comme une base. Puis après ça, dans le travail artistique, comme je travaille souvent avec mon corps en performance ou en art-action, dans des projets contextuels, je vais beaucoup utiliser de ralentir et d'arrêter juste pour sentir l'espace, sentir les autres personnes aussi avec qui je suis, que je rencontre, leur proposer qu'on fasse des moments comme ça de silence ou d'écoute. Et tranquillement, cet esprit-là de présence, il instille le reste. Il est facile à oublier, mais il est aussi facile à ramener, cet esprit-là de présence. Je ne sais pas si ça répond. Et puis pour la technique, il y a tellement de techniques en méditation. Moi, je pratique celle de la méditation sur le souffle selon Chogyam Trungpa, qui était un maître tibétain qui est décédé maintenant, mais il y en a beaucoup. Là. Je ne connais pas celle associée au théâtre, mais ça doit ressembler un petit peu à ça. Bon, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Sylvie, beaucoup. Julie, Catherine.